Donc, je reçois maintenant, comme je vous ai parlé avant d'aller en musique, avec Annie Bérère-Racine, qui est ostéopathe. Et, en tout cas, moi, j'ai appelé ça l'aptonomie, mais elle me disait juste avant d'entrer en ondes, ici au Québec, c'est moins utilisé le mot aptonomie. C'est utilisé, mais c'est quand même pas utilisé autant que la préparation affective à la naissance, qui est le terme qu'on utilise le plus au Québec. Mais c'est grosso modo la même chose. Qu'on entend parler d'aptonomie, plus connue en Europe, ou préparation affective à la naissance, on parle à peu près de la même chose, là. D'accord. Tout d'abord, peut-être nous parler, vous, qu'est-ce qui vous a amené à ça, à vous intéresser là, à cette Alors ça, c'est une super de belle anecdote. Oui, en plus. Vraiment. En fait, j'ai eu la chance d'être suivie, d'avoir une partie de suivi, quelques rencontres en Europe quand j'étais enceinte de mon premier bébé. Okay. Et donc, j'ai goûté à cette approche-là. Et c'est seulement quand je suis revenue au Québec que j'ai, dans le fond, utilisé tous les outils que j'avais à ma disposition à travers l'accouchement, à travers la naissance, et que j'ai vécu une expérience extraordinaire. Et suite à ça, le médecin, l'infirmière sont venus me voir après l'accouchement avec un petit carnet en me disant, et là, on recule en 94, donc il n'y a pas Internet, on n'a pas tous les outils de recherche qu'on a maintenant. Et donc, le médecin me dit, écoute, il faut que tu nous dises comment est-ce que tu t'es préparée pour cette naissance-là. Moi, à l'époque, j'avais jamais vu d'accouchement, donc j'étais pas en mesure de comparer mon expérience à celle des autres. C'est seulement par la suite que je me suis mis à accompagner des naissances et à observer à quel point ça avait aucun rapport, finalement. Donc, c'est vraiment le fait que, un, j'ai vécu cette expérience-là et que, deux, j'ai vu à quel point ça faisait une grande différence, autant pour le père de mon bébé que pour moi. C'est vraiment suite à la comparaison, je me suis dit, OK, il faut absolument que ça soit offert au Québec. Mm-hmm. À ce moment-là, il y avait 1 ou 2 personnes au Québec qui avaient été formées en Europe et qui avaient comme importé au Québec, mais c'était difficile à trouver. Sur tout le territoire québécois, 2 personnes, c'est presque rien. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai rappelé la personne en Europe qui s'occupait de la formation, puis je lui ai dit, écoute, il faut absolument que tu viennes au Québec former des gens. Et là, donc, on a formé un premier groupe, un deuxième groupe, et tranquillement, pas vite, il y a de plus en plus de praticiennes à travers le Québec présentement. Ah, super. Parce que vous, en tant qu'ostéopathe, est-ce que c'est comme un lien direct ou c'était pas nécessairement... Non, c'est pas vraiment un lien direct. C'est-à-dire qu'on peut très bien accompagner des couples à travers la préparation affective à la naissance sans être ostéopathe. C'est sûr que là, vous pourriez me dire, les deux ont un rapport avec le toucher. Oui, c'est quand vrai. même. Mm-hmm. Mais dans les praticiennes de préparation affective à la naissance, il y a des orthophonistes, des psychologues, des massothérapeutes. Et il y a vraiment des gens qui viennent de différents milieux. C'est pas un essentiel là, d'être ostéopathe. D'accord. Bien sûr, on vous invite à cette émission d'aujourd'hui, les hommes, parce que est-ce que la participation du père était déjà là au départ de l'aptonomie ou c'est venu... Absolument. Non. Oui? En fait, sa participation a toujours été essentielle. Okay. Pour nous, dans le fond, en préparation affective à la naissance, l'histoire, ça se vit vraiment à 3. Okay. C'est une approche qui est formidable. C'est la seule approche, en fait, qui permet au papa de vraiment, non pas seulement accompagner, mais d'embarquer dans l'histoire avec sa conjointe, avec son amoureuse, avec son bébé. Ça diminue énormément le fossé parce que vous savez, au fur et à mesure que la grossesse avance, le bébé, la maman sont en contact direct permanent. Que c'est sûr qu'il y a déjà un lien fort qui se crée. Et souvent, plus les semaines avancent, plus le papa, dans le fond, est poussé un peu plus loin. À travers les outils qu'on donne, ça permet vraiment au papa d'embarquer dans l'histoire complètement parce qu'il a la possibilité de pouvoir entrer en contact directement avec son bébé, de jouer concrètement. Et là, les gens vont se dire, voyons, jouer avec un bébé. Oui. En fait, les bébés, dès le début de la grossesse, sont très intéressés par les contacts avec le monde extérieur. C'est juste que comme on n'y pense pas, souvent, on n'a pas tendance à leur offrir ce contact-là, mais ils sont très intéressés. Ça veut dire que avec une petite guidance, dans le fond, à travers les rencontres avec la praticienne, la mère et le père peuvent entrer en contact avec leur bébé, jouer avec lui, interagir, apprendre à le connaître. Vraiment, ça permet au papa de tout de suite embarquer dans la relation avec son bébé. Ah, c'est bien. Ça permet pendant toute la grossesse de développer un contact qui est vraiment riche, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à voir quelle sorte de personnalité il a déjà. Ça permet d'accompagner mieux le bébé pendant l'accouchement. Vous savez, de nos jours, tous les outils qu'on donne aux pères, c'est beaucoup des outils techniques. C'est-à-dire qu'il y a le bébé, la maman qui sont dans l'expérience et le père, lui, est invité à faire des points de pression, à faire des massages. Souvent, on lui donne un rôle qui est un rôle difficile à porter parce que, écoutez, il n'a jamais vu d'accouchement de sa vie, peut-être 1, peut-être 2. C'est pas évident de devenir tout d'un coup un expert en massage et un expert en points de pression. En préparation affective, dans le fond, il embarque dans l'expérience. Mais est-ce que c'est déjà dès les premiers moments de la grossesse? Écoutez,
Écoutez, le bébé est en mesure de répondre aux alentours de 8-10 semaines de grossesse. Okay. Donc, le bébé, lui, est déjà présent, est déjà en mesure de signifier sa présence. Mais cela étant dit, il est tellement petit que pour les parents, ce serait difficile de le percevoir. Parce que là, ça ressemblerait plus à de la magie noire qu'à d'autres choses. Ce qui fait qu'on retarde l'amorce des jeux aux alentours de 16-17 semaines de grossesse. D'accord. Où là, non seulement les parents peuvent signifier leur présence, peuvent signifier leur envie d'interagir, mais le bébé aussi est assez gros pour manifester sa présence, puis que les parents voient que concrètement, puis là, j'insiste sur le concrètement, parce que souvent, les pères arrivent dans mon bureau puis ils me disent, mais c'est quoi cette histoire-là? Là? Franchement, jouer avec mon bébé. Et là, je leur dis, non, on n'allumera pas de chandelle, on fera pas de hum-hum. C'est vraiment hyper concret. C'est vraiment à travers le toucher, d'aller rencontrer ton bébé, d'aller jouer avec ton bébé. C'est vraiment concret. Donc, 16, 17, 18 semaines pour que le bébé soit assez grand pour que les pères puis les mères puissent le sentir concrètement, dans le fond. Et puis, le type d'accompagnement que vous faites, là, ça se passe comment? Est-ce que c'est tout le long de la grossesse? Vous venez à des moments précis? Comment ça se passe? C'est tout au long de la grossesse. C'est sûr que comme le bébé grandit, le type de jeu qu'on est en mesure de faire avec lui est différent d'un moment à un autre. Hein. Au début, le bébé peut, par exemple, se promener plus facilement en gauche-droite, de gauche à droite de l'utérus. Quand il devient plus grand, ça devient plus possible. Donc, les jeux sont adaptés au fur et à mesure que le bébé grandit, dans le fond. Après les jeux, dans le fond, on va plus dans des jeux ou dans des outils d'accompagnement pour l'accouchement. C'est comme deux choses différentes qui se suivent l'un et l'autre, qui permettent aussi au papa, comme je le disais tantôt, d'accompagner aussi la mère et le bébé dans le périple de l'accouchement, qui est un périple qui est difficile pour la mère, bien entendu, mais qui est quand même pas facile trop tôt pour le bébé non plus. Et ça doit complètement changer, justement, comme vous disiez un peu en début d'entrevue, la relation déjà entre le père et la conjointe, mais entre le père et l'enfant aussi quand il va naître. Là, oui, absolument. C'est extraordinaire. Le moment de l'accouchement, c'est un moment qui est très, très, très précieux, qui est très important, qui fait un gros ancrage au niveau du couple. Puis que c'est sûr que quand le papa ne sait pas trop où se mettre les pieds, quand la mère se sent abandonnée, quand il se sent qu'il n'est pas présent pour elle parce que, entre autres, il ne sait pas trop comment le faire, bien souvent, ça reste dans l'histoire du couple et bon, ben je vous dirais qu'il en entend parler longtemps. Et quand on parle de longtemps, on peut parler de décennies. Pour le bébé, c'est la même chose, c'est-à-dire que dès que le bébé naît, ben ce qu'on observe, c'est que le papa me dit, ben écoute, je le connais. C'est évident que c'est celui avec lequel j'ai joué dans le courant des dernières semaines. Donc, la relation, le lien d'attachement ne part pas de zéro. Et ça, dans l'histoire du couple, de la famille, ça fait une grosse différence aussi parce que ça veut dire que le père est plus facilement impliqué, il se sent plus facilement dans l'équipe. Ben oui. Ça fait des histoires qui sont complètement différentes, vraiment. Sûrement. Puis vous disiez tantôt, il y a même une connaissance de l'enfant déjà, de la personnalité de l'enfant déjà dans cette période-là? Oui, tout à fait. Et ce qui est très drôle, c'est que les bébés ont effectivement une personnalité, c'est-à-dire que, et moi je le vois bien parce que je rencontre des dizaines de couples, je vois bien que les bébés n'ont pas tous les mêmes stratégies pour jouer. Et ce qui est très amusant, c'est que souvent, on observe qu'un bébé va avoir des stratégies, va développer des stratégies différentes avec son père comparativement à sa mère. Donc, le même bébé va être parfois plus calme avec l'un des deux, plus coquin avec l'autre. Puis il y a déjà, c'est vraiment extraordinaire. C'est tout un volet présentement qu'on sous-estime beaucoup parce qu'on a l'impression que les bébés n'ont pas tellement de vie affective présentement. On s'attarde plus à leurs signes vitaux. Pourtant, c'est quelque chose qui est là très, très tôt pendant la grossesse déjà. Est-ce que justement, il y a eu des recherches, savoir quel impact ça avait avec justement le suivi ensuite de le fait que l'enfant grandit et tout ça? Alors, il y a eu quelques recherches, il y a eu beaucoup d'observations aussi. Alors, effectivement, ça crée, ça crée des enfants qui sont différents. Cela étant dit, c'est important de vous dire qu'en préparation affective, on insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas une approche qui est dans la performance. Donc, on ne fait pas cette approche-là parce qu'on veut développer un enfant qui est plus ceci ou plus cela. C'est vraiment une approche qui est dans l'affectif. L'idée, c'est de créer un contact affectif avec le bébé, de le sécuriser, de faire que sa sécurité de base soit déjà bien bonne le plus vite possible dans le courant de sa vie. Mais même si on observe, par exemple, que les bébés qui ont eu un suivi avec leurs parents pendant la grossesse
sont plus éveillés, sont plus calmes, dorment un peu moins. Ça, parfois, ce point-là, les parents aiment un peu moins. Donc, il y a certaines choses qu'on observe, mais c'est vraiment important de dire que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'aller dans le lien affectif, de sécuriser le bébé. C'est vraiment une approche qui est non performante. Est-ce que les pères embarquent facilement dans l'expérience? Alors, quand ils arrivent dans mon bureau, en général, ils ont les bras et les jambes bien croisés. Et en général, pas tous, hein, mais en général, c'est la mère qui a fait le contact, c'est la mère qui a trouvé. Et les mères au Québec ont un grand besoin d'impliquer leur conjoint dans l'expérience. Je pense que les conjoints ont un grand besoin d'être impliqués aussi, mais comme ils savent pas trop comment, souvent ils sont un peu désorganisés. Je pense que c'est ça, il y a beaucoup une peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être... c'est ça. Je comprends. Surtout, j'imagine, surtout quand c'est une première grossesse. Oui, c'est pour ça que c'est important, je pense, de leur donner une place, mais une place qui fait du sens pour eux, puis une place aussi qui est dans la continuité de la relation. Parce qu'on peut pas prendre un père tout d'un coup puis lui dire, ben écoute, tu vas devenir la doula de ta femme, je vais t'enseigner quelques trucs et tu vas devenir aussi performant que si c'était ton 400e accouchement. À un moment donné, mais si on l'invite à avoir des outils qui sont dans la poursuite de sa relation avec son amoureuse, avec son bébé, et qu'on l'invite à être dans l'affectif, ben ça, c'est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose déjà qui fait partie de leur vie. Et je pense que c'est ça qui est le plus important de toute façon pour une femme qui est en train d'accoucher, c'est de se sentir protégée. Et c'est ça qui fait que tous ces hormones peuvent se mettre en place et qu'elle peut donner naissance, vraiment avoir une naissance facilitée grâce au fait que tout roule bien parce qu'elle se sent protégée. Justement, est-ce que c'est arrivé que ce soit le contraire? C'est-à-dire que c'est le père qui a envie de le vivre puis que c'est lui qui met le processus en marche? Alors, ça arrive, c'est peu souvent, mais ça arrive, même que des pères téléphonent pour prendre les informations. Mais je pense que ça va être de plus en plus, ça va être connu. Je pense que de plus en plus, il y a des pères qui vont dire à leur conjointe, écoute, j'aimerais ça qu'on fasse ça ensemble. Je pense que c'est juste une question que ça fasse son petit chemin, là. Ça commence à être de plus en plus connu au Québec. Oui, c'est ça, parce que quand j'en ai entendu parler, c'était la première fois, en tout cas, j'en entendais parler. Puis même quand j'ai fait mes recherches, là, il n'y avait pas tant d'informations qui sont disponibles que ça. Là. Absolument. Mais une autre raison pour laquelle il n'y a pas énormément d'informations, c'est que c'est vraiment une expérience qui se vit. C'est pas une expérience qu'on peut vraiment lire, même dans les vidéos qu'on a fait sur Internet pour informer les gens. Ça reste que c'est quelque chose qu'il faut vraiment vivre pour le comprendre. Okay. Sinon, c'est sûr que ça reste de la théorie. Que c'est difficile. On ne peut pas, par exemple, expliquer à une personne comment faire de la préparation affective à la naissance à distance. Il faut vraiment lui faire vivre, lui faire sentir. Parce qu'on parle souvent de aussi l'aspect de la voix. Est-ce que c'est utilisé aussi dans cette pratique-là? En fait, il y a une approche qui s'appelle le chant prénatal, qui est encore là un petit peu moins connue au Québec, qui est plus connue en Europe, où on utilise beaucoup la voix, justement, pour entrer en contact avec le bébé. Donc, c'est pas une approche qui est la même approche que la préparation affective à la naissance. Cela étant dit, c'est une approche qui est très complémentaire. C'est deux approches qui vont très, très bien ensemble. Okay. Parce qu'il faut savoir que, le bébé entend bien. Au départ, il entend avec sa voix, avec sa peau. Hein, c'est-à-dire que sa peau va faire des vibrations en fonction des sons qui sont autour de sa maman. Donc, il commence les premières fois à entendre les sons, mais à travers les vibrations. Aux alentours de 25 semaines, il commence à entendre vraiment bien les voix, comme on les entend, mais évidemment, il est dans l'eau, il y a les tissus autour de lui, donc c'est quand même moins fort, les sons qui proviennent de l'extérieur que pour nous. Mais on a quand même très bien vu au niveau des recherches que les bébés reconnaissent les voix extérieures. Okay. Donc, c'est pas nécessairement utilisé dans l'approche que vous amenez, là, la pas partie directement, mais je vous dirais que par le biais, ça l'est, parce que les pères, quand ils jouent avec leur bébé, ont tendance beaucoup à lui parler. Sûrement, oui. Justement, pour les personnes qui aimeraient peut-être devenir, faire cette approche-là auprès de gens, de couples, comment ça se passe? Il y a une formation, j'imagine? Alors oui, il y a une formation. Le prochain groupe va commencer, en fait, très bientôt, à l'automne prochain. Okay. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est le temps de communiquer avec nous. En fait, vous pouvez nous trouver sur le site naissanceaffective.ca. Okay. Et sur ce site-là, en fait, il y a moyen de communiquer avec nous. Il y a moyen de trouver aussi les praticiennes à travers le Québec et d'avoir de l'information sur les formations aussi. Parfait. Justement, c'est une formation de combien de temps? Alors, c'est une formation qui est longue. C'est une des raisons pour lesquelles les gens, parfois, sont un petit peu étonnés. C'est une formation qui s'échelonne sur plusieurs années. Okay.
fait. Pourquoi? Parce que c'est important, dans le fond, de pouvoir développer les aptitudes pour pouvoir accompagner dans le toucher les couples. Donc, c'est une approche qui a l'air très simple. Quand les couples viennent dans notre bureau, c'est pas très compliqué, mais c'est dans le senti que ça passe. Donc, si je veux être en mesure de faire sentir au couple tout ce qui vient dans les outils puis dans les jeux avec le bébé, je dois avoir développé ces capacités-là. Donc, c'est une approche pour pouvoir être praticienne en préparation affective, on doit faire une formation qui dure 4 ans. Évidemment, c'est pas à temps plein, hein, vous en doutez sûrement, ce sont des fins de semaine. Et ça permet d'intégrer les outils, de les pratiquer et après de pouvoir accompagner. Cela étant dit, quand on arrive en 3e année, début de 3e année, on commence déjà nos stages. Donc, c'est 4 ans en tout, mais disons que c'est 2 ans où on est plus dans la pratique et dès le début de la 3e année, on entre dans la pratique. Super. Alors, Madame Bérère-Racine, donc Annie Bérère-Racine, donc si jamais, vous, bien sûr, vous œuvrez plus sur la région de Montréal, on est très heureux de vous avoir accueillis ici à Québec, mais s'il y en a justement qui aimeraient peut-être vous contacter vous-même, peut-être qui nous écoutent sur la région de Montréal, de quelle façon ils peuvent vous contacter? En fait, ils peuvent me trouver aussi sur le site, dans le fond, Naissance affective. Il y a la liste de toutes les praticiennes. Vous allez me trouver dans la région de Montréal, que c'est peut-être le plus simple. Sinon, ceux qui veulent me suivre de plus près, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Opaleo_Naissance, sur lequel je réponds aux questions, sur lequel je publie chaque jour photos, vidéos pour la mère, pour le père, pour tout ce qui est en lien avec l'accouchement. Donc, ça, c'est une façon plus proximale là, de me suivre. Ah, super. En tout cas, merci beaucoup, Mme Bérère-Racine, d'être venue en studio directement. C'est un privilège qu'on a eu. Ça m'a fait plaisir. En plus que vous étiez que vous me disiez, vous êtes quand même plus spécialisé dans l'approche du père aussi. C'est une de vos spécialités. Oui, c'est une de mes grandes forces, d'aider vraiment les pères à se préparer pour faire vraiment partie de l'équipe lors de l'accouchement. En tout cas, on invite les pères à vivre cette expérience-là, au moins en tout cas s'informer, puis à vivre parce qu'effectivement, il y a l'arrivée de l'enfant, mais tout ce processus-là de grossesse aussi, c'est une partie importante. Absolument. Absolument. Merci beaucoup de votre visite. Ça me fait plaisir. On vous souhaite un bon retour chez vous. Au revoir.